Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième cours du module Physique des composants semi-conducteurs 2. La présentation d'aujourd'hui porte sur les hétérojonctions et le transistor bipolaire à hétérojonction. Comme d'habitude, quelques références et quelques sites que vous pouvez consulter en langue anglaise et en langue française. Donc, nous allons commencer dans cette première partie par les hétérojonctions. On va voir comment faire la distinction entre homojonction et hétérojonction. Donc, lorsqu'on réalise une jonction entre deux matériaux identiques, on dit qu'on a une homojonction, ou bien une jonction tout court. C'est le cas lorsqu'on dope dans le silicium, par exemple, deux régions différemment avec deux dopants différents. Donc, on obtient en fin de compte deux régions juxtaposées, bien sûr différemment dopées, mais dans le même matériau. Dans ce cas, il s'agit d'une homojonction ou d'une jonction. Par contre, lorsqu'on juxtapose deux matériaux différents, là, on parle d'une hétérojonction. Est-ce que cette hétérojonction est possible avec tous les matériaux? La réponse est non, parce que il faut que les deux matériaux utilisés aient un gap et un paramètre de maille très proche. Parce que ce n'est pas le cas, donc il y aura des contraintes entre les deux matériaux qui influent beaucoup sur les propriétés électrico-optiques. Et en plus, lorsqu'on est dans cette situation, c'est-à-dire un gap et un paramètre de maille très proche, donc on peut, sur le plan théorique, supposer que la structure électronique de chacun des matériaux ne change pas dans le volume. En plus, à l'interface, on suppose qu'il s'agit simplement d'une transition brutale des propriétés électroniques d'un matériau à l'autre. Bon, les conditions pour réaliser une hétérojonction qui fonctionne correctement donc, se résument dans les trois conditions suivantes. Donc, il faut que les deux semi-conducteurs présentent la même symétrie dans le plan d'interface et que les paramètres cristallins soient voisins, à moins de 1%. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des dislocations et des contraintes à l'interface, ce qui est mauvais pour ce type de dispositif. En plus, il faut que les coefficients de dilatation thermique soient proches parce que ces hétérojonctions sont préparées à haute température. Donc, si les coefficients de dilatation thermique sont différents, donc il va y avoir soit un décollement de l'une des couches, soit une courbure de la structure, ce qui est aussi mauvais pour le composant obtenu. Quels sont les matériaux utilisés donc, pour réaliser de bons hétérojonctions? Donc, pour la réalisation de transistors, on utilise généralement l'arsenure de gallium qu'on dépose sur le germanium ou vice-versa. Parce que les paramètres de maille, comme vous le voyez ici, sont très proches. On utilise aussi l'arsenure de gallium qu'on dépose sur l'arsenure d'allium et de gallium ou vice-versa, parce que aussi là, les paramètres de maille sont très proches. Et ces deux derniers matériaux, c'est-à-dire l'arsenure de gallium et l'arsenure d'allium et de gallium, sont largement utilisés aussi dans les transistors et les diodes électroluminescentes, mais sont largement utilisés pour les diodes laser. Pour traiter les hétérojonctions, nous avons besoin de rappeler un certain grandeur ou paramètre qu'on a vu dans le diagramme des bandes des métaux et des semi-conducteurs. Le premier paramètre qu'on a vu, c'est le niveau du vide. Donc, si le niveau du vide, ça correspond à l'énergie d'un électron
qui sont énergie cinétique, c'est-à-dire l'électron qu'on arrache du matériau lorsqu'il arrive au niveau du vide, il est supposé avec une énergie cinétique nulle. Bon, il y a aussi le paramètre travail de sortie, qui est la distance qui sépare le niveau de Fermi du niveau du vide, comme vous le voyez ici pour le cas des métaux et pour les semi-conducteurs. Bon, pour les métaux, le travail de sortie, ça varie entre 2,2 à 5,5 électron-volts. Par contre, pour les semi-conducteurs, il varie un peu, donc on ne peut pas donner une valeur précise, parce que le niveau de Fermi, comme on l'a vu dans les cours du premier semestre, il dépend du dopage et de la température. Il y a aussi un troisième paramètre qui est l'affinité électronique, qui est représenté ici. Ça représente la distance énergétique entre le minimum de la bande de conduction et le niveau de Fermi. Plutôt le niveau du vide. Le quatrième paramètre, qu'on a vu aussi l'année dernière, c'est la bande interdite, donc la distance énergétique entre le sommet de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction. Donc, ces paramètres, on va les voir dans l'étude des hétérojonctions. Donc, on l'a dit, ici, nous avons deux matériaux, le germanium typé et l'arsenure de gallium d'OPN. Donc, vous voyez, les deux bandes interdites sont différentes. Et par conséquent, il y a un décalage entre le minimum de la bande de conduction entre les deux matériaux et de même pour la bande de valence. Et en plus, lorsqu'on met en contact ces deux matériaux, donc après transfert de charge entre les deux matériaux et l'équilibre thermodynamique, il y aura courbure des bandes parce on va avoir l'apparition d'une zone de charge d'espace qui s'étale sur une distance x1 ici dans le germanium et sur une distance x2 dans l'arsenure de gallium. Ici aussi, ce décalage entre les bandes de conduction et les bandes de valence, on les appelle offset. On va les voir ici. Donc, l'offset des bandes, donc il y a l'offset de la bande de conduction, qui est la différence entre les affinités de deux matériaux, et l'offset de la bande de valence, donc c'est la différence entre cette somme qui fait intervenir à la fois l'affinité et la bande interdite. Donc, finalement, l'offset de la bande de valence, c'est l'offset entre les deux bandes interdites moins l'offset entre les bandes de conduction. Par conséquent, lorsqu'on fait la somme des deux, on trouve que la somme des deux offsets de la bande de valence et de la bande de conduction est égale à l'offset de la bande interdite. Bien sûr, donc, comme je viens de le mentionner, il va y avoir l'apparition d'une barrière de potentiel entre les deux matériaux, donc qui s'oppose au passage des électrons de la région N à la région P et des trous de la région P à la région N. Et bien sûr, cette barrière de potentiel peut être décomposée en deux sous-barrières, l'une qui s'oppose aux électrons et l'autre qui s'oppose aux trous. L'étude des mécanismes de passage du courant entre les deux matériaux
Il y a plusieurs modèles qui ont été proposés. Parmi ces modèles, celui d'Anderson, pour une jonction anisotype, polarisée en direct. Donc, vous avez région N et région P. Et pour le modèle d'Anderson, donc, il suppose que le passage des électrons se fait de la région N vers la région P au-dessus de ce spike pour arriver ici à la région P. Donc, et finalement, les électrons se recombinent avec les trous. Ici, il n'y a pas d'injection de trous de la région P vers la région N parce que la barrière de potentiel est importante. La barrière plus l'offset, donc c'est difficile pour les trous de passer de la région P vers la région N. Pour le modèle de Rediker, donc, ici, il suppose que le passage d'électrons de la région N vers la région P se fait par effet tunnel à travers le spike. Et après, bon, il se recombine avec les trous. Et dans ce cas aussi, cette barrière accrue de l'offset de la bande de valence ne permet pas au trou de passer vers la région N. Pour le modèle de Liga, dans ce cas, il fait intervenir les états d'interface. Donc, les états d'interface capturent les électrons qui passent par diffusion au-dessus du spike et ils capturent aussi en même temps les trous et, de la région P. Et donc, lorsque ces états d'interface capturent les deux porteurs de charge, elle assure leur recombinaison. Bien sûr, puisqu'il y a, comme on l'a mentionné au départ, puisqu'il y a un transfert de charge entre les deux matériaux, donc il y a apparition des zones de charge d'espace ici qui s'étalent à des distances x1 dans l'un des matériaux, x2 dans l'autre. Et ces deux, la largeur de ces deux zones de charge d'espace est donnée par ces deux expressions ici. Vous constatez qu'elles dépendent du dopage et des propriétés des deux matériaux à travers les constantes diélectriques et aussi de la barrière de potentiel. Ça ressemble un peu à ce qui se passe pour une homojonction. Bon, ici, pour avoir un peu une idée sur l'hétérojonction polarisée en direct, donc lorsqu'on polarise une hétérojonction en direct, vous constatez ici que la barrière qui s'oppose aux électrons diminue, par contre, celle qui s'oppose au trou est importante. Donc, le courant entre les deux régions, c'est pratiquement le courant qui résulte du passage des électrons de la région N vers la région P. Il est à noter que l'étude aussi modèles proposés pour les hétérojonctions sont relativement des modèles faciles parce que traiter des hétérojonctions dans des cas plus généraux, c'est pas facile. Donc, ces modèles sont plutôt valables pour les matériaux qu'on vient de voir, c'est-à-dire les hétérojonctions entre germanium et l'arsenure de gallium et entre l'arsenure de gallium et l'arsenure d'aluminium, où le désaccord de maille est inférieur à 1%.
Dans le cas où vous avez des matériaux qui présentent un désaccord de maille plus de 4%, c'est le cas par exemple lorsqu'on réalise une hétérojonction entre le germanium et le silicium, et il va y avoir une apparition importante d'état d'interface. Et donc, en plus du courant de diffusion qu'on vient de voir, qui passe au-dessus du spike, il existe un courant tunnel et un courant d'émission. Donc, il faut faire une étude de voir dans quelles conditions l'un de ces composants de courant prédomine. Donc, après avoir fait le tour d'horizon un peu sur les hétérojonctions, on va voir maintenant le transistor bipolaire à hétérojonction. Pourquoi le transistor bipolaire à hétérojonction? Puisqu'il y a le transistor bipolaire à jonction. Et bien, pour les raisons suivantes, parce que le transistor conventionnel, c'est-à-dire le transistor bipolaire à jonction, présente des points faibles. Nous avons vu que pour qu'il y ait une bonne efficacité d'injection entre l'émetteur et la base, donc l'émetteur doit être fortement dopé et que la base soit faiblement dopée. Car si les épaisseurs et les dopages de la base et l'émetteur sont similaires, l'efficacité d'injection entre l'émetteur et la base descend jusqu'à 50%. Ceci est dû au fait que la barrière de potentiel est la même pour les électrons et les trous, comme on le voit ici. Un autre point faible, donc un dopage faible pour la base fait que la base soit plus résistive, donc elle introduit une résistance importante et par conséquent une constante de temps importante. Ce qui cause des retards et des bruits dans le transistor BJT. Et à cause de ces points faibles de BJT, donc le HBT est venu comme solution. Parce que, comme vous le voyez ici, lorsqu'on polarise comme, dans le régime actif, donc ici l'hétérojonction base collecteur en direct, par contre plutôt entre l'émetteur et la base, il faut qu'il soit polarisé en direct. Par contre, entre la base et le collecteur doit être en inverse. Donc, lorsqu'on polarise l'hétérojonction émetteur-base, la barrière de potentiel pour les électrons diminue par rapport à celle entre les électrons, plutôt les trous. Donc, par conséquent, on peut doper fortement la base pour réduire la constante du temps sans affecter l'efficacité d'injection. Les matériaux utilisés pour le HBT, on trouve pour l'émetteur, on utilise plus le phosphure d'indium et de gallium, pris avec l'arsenure de gallium et d'allium. Pour la base et le collecteur, on utilise généralement l'arsenure de gallium. Pourquoi ces matériaux? Parce qu'ils présentent des avantages par rapport aux autres. Et on le sait, ils possèdent une grande mobilité et des capacités parasites réduites. Donc, ce qui réduit ce qui est intéressant pour les applications haute fréquence et les composants de puissance. En plus, il y a une amélioration du gain en courant parce que
Dans ce cas, dans le cas de HBT, il y a ce terme exponentiel qui intervient, qui dépend de l'offset des bandes interdites. Donc, même si le dopage de la base est important, ce terme qui croit plus que à ce rapport, donc il donne gain toujours une valeur importante. Donc, par conséquent, on peut obtenir un très grand gain de courant dans un transistor bipolaire à hétérojonction, même si le dopage de la base ici est important. Par rapport, bien sûr, à celle de l'émetteur. Bon, on a dit que ce gain pour le HBT dépend de l'offset des bandes interdites, qui est un avantage, mais est-ce qu'il est souhaitable d'avoir une très grande offset? La réponse est non. Les valeurs optimales se situent entre 0,2 et 0,4. Pourquoi? Parce qu'une plus petite différence pour cet offset delta EG ne fournit qu'une amélioration minime par rapport au dispositif d'homojonction. Par contre, une plus grande différence fait que le gain dépend fortement de la température et ce qui limite à son tour le coût. Ici, un exemple d'un HBT. Vous voyez ici les matériaux utilisés pour l'émetteur, avec son contact. Ici, la base et le collecteur. Vous voyez les matériaux qu'on vient de voir. Donc, quels sont les avantages des HBT? Bon, une base fortement dopée, donc comme on vient de le dire, elle diminue la résistance de la base, donc ça diminue, elle diminue automatiquement la constante de temps. Le dopage élevé de la base garantit que lorsque la polarisation inverse du collecteur de base est augmentée, il y a un changement minime dans la largeur de base, rendant le dispositif adéquat pour les puissances élevées. C'est le contraire pour le cas des transistors conventionnels, parce que lorsqu'on on augmente la polarisation inverse du collecteur base, donc il y a l'effet Early qui apparaît parce que dans ce cas, la largeur de la base varie sensiblement. Le deuxième avantage, c'est que la capacité de la jonction base émetteur est petite. Donc, puisque les émetteurs à large bande interdite n'ont plus besoin d'être plus dopés que la base, et une capacité inférieure réduit significativement le bruit. Voilà, l'essentiel sur les hétérojonctions et le transistor bipolaire à hétérojonction. Je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir.